Bonjour à tous. Alors, bon, je me présente, je suis Johan Lévesque, je suis doctorant avec Catch Business School et l'Université de Bordeaux et pour le compte du groupe La Poste. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un projet qui est celui du design de réseaux de distribution de colis et notamment sur Paris. Alors, comme l'ont bien souligné les deux présentateurs d'avant, c'est très important d'optimiser les tournées de véhicules, mais ça se place systématiquement au niveau opérationnel. Et ça se place systématiquement sur un réseau qui est fixe. Aujourd'hui, on se propose de prendre un peu de recul à savoir qu'est-ce qui se passe quand on doit designer un nouveau réseau de distribution de colis, et notamment celui sur Paris. Avec évidemment le contexte actuel qui est l'augmentation exponentielle du e-commerce et le déclin de l'activité de distribution de courrier qui force donc le groupe La Poste à changer son activité. D'autant plus pour répondre aux nouvelles contraintes écologiques qui sont de plus en plus fortes au fur et à mesure des années. Et on se place également dans un contexte où plusieurs centaines de milliers de colis sont livrés chaque semaine à Paris par le groupe La Poste. En plus de ça, récemment, la mairie de Paris, pour remettre les choses dans leur contexte, a décidé d'offrir pour les Jeux Olympiques de 2024 les premiers jeux visant la neutralité carbone. C'est-à-dire on n'aura plus le droit de distribuer aucun colis avec des véhicules polluants, que ce soit des camionnettes ou que ce soit des voitures, quoi que ce soit de thermique et de polluant. En plus de ça, la ville de Paris fait la chasse désormais aux véhicules créant de la congestion. Donc typiquement, même les camionnettes électriques sont de moins en moins acceptées et ont vocation à disparaître au profit de moyens de locomotion dits doux, donc à propulsion humaine, que ce soit des vélos ou des piétons. Et donc l'enjeu est énorme pour La Poste, puisqu'aujourd'hui, en particulier sur la ville de Paris, vous reconnaissez Paris cerclé de noir ici, tous les colis sont livrés en provenance de centres de distribution périurbains, les 5 que vous pouvez voir ici, par des véhicules thermiques de type camionnette, d'environ 8 mètres cubes. Ce sont des véhicules qui, tous les jours, se chargent dans les centres de distribution périurbains et rentrent pour faire leur tournée dans la ville. Demain, ça sera plus possible avec cette nouvelle loi. Et donc, on va devoir réinventer un nouveau réseau de manière à pouvoir livrer des colis avec des moyens de locomotion dits doux. Et donc, l'étude Donc on va étudier l'implantation de micro-dépôts ou de dépôts dans la ville de Paris et l'organisation logistique qui va en découler. Donc dans le but, évidemment, je me répète, de supprimer tous les moyens de livraison polluants, d'améliorer la circulation en limitant l'utilisation des moyens de livraison congestionnants et donc en créant un nouvel échelon de micro-dépôts à l'intérieur de la ville. Le but étant d'identifier les moyens de livraison propres les plus efficaces par la même occasion. Donc les impacts économiques et environnementaux sont assez majeurs, puisqu'on vise donc évidemment à supprimer les émissions de gaz à effet de serre et à réduire la consommation d'énergie, avec aussi des impacts sociaux, donc, tels que l'amélioration du niveau de service et l'image renvoyée par la livraison, due à la proximité des nouveaux livreurs qui seront à l'intérieur de la ville, et tout en passant par la réduction de la congestion et l'occupation de la voirie. Donc pour ça, il va falloir inventer un nouveau réseau et donc il va falloir une optimisation économique de ce nouveau réseau. Donc voilà une proposition de réseau un peu anticipée de ce à quoi devrait ressembler le réseau dans le futur. Donc on a toujours les centres de distribution périurbains, mais qui viennent alimenter des nouveaux dépôts à l'intérieur de la ville de Paris, représentés par les triangles bleus, qui eux-mêmes vont rayonner avec des moyens de locomotion donc plus propres à l'intérieur de la ville. Le but étant donc de savoir où on place ces dépôts, combien on en place, etc. Et donc, on se retrouve face à une équation relativement complexe qui présente des avantages et des inconvénients par rapport au système actuel. Dans le sens où on va avoir une réduction des temps d'atteinte sur zone, puisque aujourd'hui, les camions doivent parcourir une grande distance pour atteindre leur zone de livraison et donc ils perdent énormément de temps sur leur journée de travail. On va également aussi avoir une présence logistique au plus près des habitants qui va nous permettre l'ouverture potentielle de nouveaux services. Typiquement, quand on était sur un modèle de livraison à J+3, J+4,
demain, on sera plus sur un modèle de livraison à J+1, voire un modèle de livraison dans la journée, qui sera rendu possible par un nouveau réseau de ce type-là, du fait de la proximité des livreurs avec les points de demande. Cependant, on a quand même des gros inconvénients qui sont un plus faible en port dans un premier temps, puisqu'on va avoir, ça va de soi, des véhicules qui auront une capacité nettement plus faible. On va devoir aussi identifier des microstructures potentielles qu'on va devoir placer, ce qui n'est pas forcément évident dans une ville comme Paris où la contrainte immobilière est très forte. Et on va aussi avoir des approvisionnements routiers supplémentaires, puisque dans ce type de modèle, on va quand même devoir amener les colis des centres de distribution jusqu'au micro-dépôt. Et donc, on va passer par là, par une phase de modélisation mathématique du nouveau réseau et des coûts qui lui sont associés. La particularité de Paris, c'est qu'on se place dans un système où la demande est extrêmement dense et où on a des tailles de problèmes assez colossaux. Pour vous donner une idée, voilà une extraction de une journée de livraison sur la ville de Paris autour de la place Charles de Gaulle Étoile. Donc, pour vous donner une idée, un livreur s'arrête en moyenne, théoriquement, tous les 30 mètres, ce qui représente donc plusieurs dizaines de milliers quotidiens livrés sur la ville de Paris. Un calcul de routage est, d'un point de vue opérationnel et stratégique, assez gourmand dans le cadre de ces problèmes aussi denses, et non adapté à un problème stratégique de positionnement, dans le sens où les colis livrés changent tous les jours et qu'on ne connaît pas à l'avance, même si on peut l'imaginer, on ne connaît pas à l'avance quelle est la distribution des colis dans le futur. Donc, on va passer par une phase d'abstraction de ces coûts de routage, et on va passer par une phase surtout d'agrégation de la demande. On va revenir un instant sur les décisions qu'on doit prendre. Les décisions sont relativement simples au final, c'est combien de micro-dépôts allons-nous devoir ouvrir, où est-ce qu'on va les placer, quelle taille doivent-ils faire. Pour chacun de ces dépôts, quel va être leur rayon d'action, leur zone de chalandise. Et associé à ces dépôts, quel type de véhicule on va devoir utiliser. Donc quelle flotte on va devoir associer à chacun de ces dépôts. Et pour ça, on va utiliser une méthode classique de la littérature. On va tout simplement couper Paris en zones de demande, comme vous pouvez le voir ici. Donc en environ 850 zones de livraison différentes. Pour vous donner une idée, Paris, c'est environ 10 km par 10 km. Et donc chacune de ces zones fait environ 1/10 de kilomètre carré. Associé à ça, on considère un ensemble assez grand d'emplacements potentiels pour les micro-dépôts, puisqu'on considère 400 emplacements potentiels répartis sur toute la ville de Paris. Avec comme hypothèse que la livraison des micro-dépôts se fait depuis les centres de distribution et que chacune des zones de livraison, donc agrégeant la demande en son sein, n'est desservie que par un seul micro-dépôt et un seul type de véhicule, qui sont des hypothèses fondamentales dans notre modélisation. Et donc, en ayant agrégé la demande, on obtient une structure à 2 échelons relativement évidente, en ayant les carrés gris étant les centres de distribution qui eux-mêmes approvisionnent les micro-dépôts, qui eux-mêmes vont livrer les zones de demande par l'intermédiaire de livreurs. Et donc c'est un modèle classique de type location allocation qu'on va devoir résoudre. Mais même en agrégeant la demande, ça reste un modèle relativement gros, puisque nous avons quand même 850 zones de demande et 400 placements potentiels pour les micro-dépôts. Et donc, pour parler un peu de la structure de coûts derrière tout ça, on identifie 4 niveaux de coûts différents. Donc, dans un premier temps, on a les coûts d'approvisionnement des micro-dépôts, puisqu'évidemment, il faut acheminer les colis depuis les centres de distribution périurbains jusque dans ces micro-dépôts. On a les coûts de ce qu'on appelle les travaux intérieurs. Donc, les colis arrivent en vrac et il faut bien les trier, ce qui prend du temps. On a les coûts immobiliers, donc qui représentent les locations tout simplement des dépôts et des centres de distribution. Et enfin, on a les coûts de tournée, qui sont pour nous les coûts les plus importants. Donc les coûts de tournée d'un micro-dépôt à une zone de livraison. Et dans ces coûts de tournée, on va inclure les coûts d'utilisation des véhicules. On a parlé tout à l'heure du fait que
on ne pouvait pas, ou on ne voulait pas, effectuer du routage sur une demande aussi forte que celle de Paris. Donc la question est très simple. Comment estimer les coûts de tournée sans les expliciter, sans calculer de tournée? Et pour ça, on va utiliser des formules inspirées des travaux de M. D'Agenzo, qui est un chercheur à Berkeley. Et on va arriver à estimer donc incrémentalement les coûts de ces tournées. Donc voilà comment on pourrait représenter schématiquement le réseau qu'on a. On a donc des centres de distribution, que vous voyez à droite, qui acheminent une fois par jour les colis vers les micro-dépôts. Ces colis sont triés dans les micro-dépôts, donc ça prend un certain temps. Ensuite, les livreurs partent vers leur zone de livraison, ont une certaine durée de temps d'atteinte sur zone, qu'on appelle la durée de haut le pied. Et une fois qu'ils ont atteint cette zone, ils effectuent leur livraison à proprement parler. Donc vous voyez en rouge toutes les actions qui prennent du temps dans la journée d'un livreur. Et c'est toutes ces actions qu'on doit prendre en compte dans le calcul des coûts de tournée. Puisque, évidemment, le livreur, une fois qu'il a terminé sa journée, il ne peut plus livrer de colis. Mais en ayant ça, on peut pas, il nous manque encore un élément, dans le sens où on ne sait pas ce qui se passe une fois que le livreur est arrivé à l'intérieur de la zone de demande. Combien de colis peut-il livrer? Quelle est sa capacité? De quoi on parle quand on parle de capacité? Est-ce qu'on parle de capacité en temps? Est-ce qu'on parle de capacité en volume? Est-ce qu'on parle de capacité en poids? Et c'est là qu'on arrive avec une nouvelle notion qu'on appelle la capacité réelle d'un véhicule. En fait, on se rend compte que la capacité d'un véhicule de livraison, c'est ni plus ni moins que le nombre d'arrêts que ce dit véhicule peut effectuer pour livrer une zone de demande depuis un micro-dépôt durant une journée de travail. Et que c'est une capacité qui change en fonction du micro-dépôt considéré et de la zone de demande considérée. Puisque le temps d'atteinte sur zone va lui-même changer. Et dans une ville aussi dense que celle de Paris, ces temps d'atteinte peuvent se révéler très longs. Et donc, en combinant cette notion et en combinant les formules précédentes qu'on a vues, donc qui sont les formules de D'Agenzo, on arrive à avoir un classement, à sortir un classement des véhicules les plus rentables économiquement. Sans surprise, les véhicules polluants sont les véhicules les plus rentables. Avec des résultats qui sont assez éloquents, si on se permet dans notre modèle d'avoir des véhicules polluants, aucun dépôt n'est ouvert et on doit continuer à livrer la ville depuis les centres de distribution périurbain. Cependant, si on bannit ces véhicules, si on bannit les véhicules polluants et les véhicules congestionnants comme la mairie de Paris envisage de le faire, on se rend compte qu'un type de véhicule va dominer tous les autres types, et ces véhicules sont des vélos cargo, qui sont les plus intéressants dans la totalité des situations, dans le sens où ce sont des véhicules qui peuvent prendre les pistes cyclables, ce sont des véhicules qui ont une certaine contenance, comme vous pouvez le voir, plus d'1 mètre cube, et ce sont des véhicules qui donc, sont évidemment à assistance électrique, puisqu'on se permet d'avoir des véhicules à assistance électrique, et donc qui sont, en termes de vitesse, pas beaucoup plus lents, si ce n'est plus rapides dans certains endroits, plus rapides que les véhicules thermiques actuels. Et donc, en connaissant ce type de véhicule, on peut donc arriver à une optimisation du réseau associé à la distribution de colis sur la ville de Paris. Et donc, le scénario optimal qu'on a dans un premier temps, c'est donc l'ouverture de 17 dépôts, modélisés par les petits ronds noirs, avec leur zone de chalandise associée autour d'eux. Et donc, c'est un scénario qui regroupe toutes les contraintes dont j'ai parlé jusqu'à présent. Et avec le modèle qu'on a, c'est un modèle qui est relativement générique, et c'est un modèle qui nous permet d'inclure de nouvelles contraintes et qui nous permet d'étudier quelle va être, par exemple, la restriction de la livraison au code postal, qui est très cher au groupe La Poste. Et donc, on va pouvoir étudier comme ça beaucoup de scénarios pour savoir, au final, quel sera le scénario le plus intéressant économiquement pour La Poste. Donc là, je vous ai tracé
les arrondissements avec l'ancienne solution qu'on a trouvée ici. La solution relative aux arrondissements serait de l'ouverture de 24 dépôts au lieu des 17 initiaux. Donc un dépôt en plus par arrondissement qui n'en a pas et 2 dépôts dans les arrondissements, les plus gros. Pardon. Cependant, dans cette mission, on a quand même beaucoup de challenges à relever. Un des premiers challenges, c'est donc l'accès à la donnée. Typiquement, l'accès à la donnée de trafic. Par exemple, la congestion, qui est aujourd'hui un sujet sensible dans beaucoup de projets de design de réseau, est quelque chose qu'on a du mal à cerner et qui est aujourd'hui relativement mal traité. Un des principaux challenges aussi est l'exploitation et la valorisation des données de l'open source. Parce que ce sont des données qui varient d'une ville à l'autre et qui n'ont pas forcément les mêmes formats, qui ne sont pas forcément accessibles de la même manière. Parce que le projet qu'on a mené là, donc l'exemple sur Paris est le plus éloquent, mais c'est un projet qui va être étendu aux 46 plus grandes villes de France et qui a déjà été étendu à Bordeaux et qui, dans un futur très proche, donc sera étendu à ces villes-là. Un des principaux challenges qu'on doit relever aussi, c'est d'avoir une prévision précise de la demande à long terme. Aujourd'hui, on se base sur des forecasts ou des estimations par rapport à la demande passée. Enfin, dans cette étude, en tout cas. Et donc, comme j'en ai parlé, une fois qu'on aura l'accès à la donnée, par exemple, typiquement l'accès à la donnée du trafic, on souhaite inclure la donnée de congestion dans le modèle, qui aujourd'hui n'est pas prise en compte, en dehors du fait d'avoir différents types de moyens de locomotion qui ont différentes vitesses. Enfin, on souhaite évoluer, toujours dans le but de faire éclore des nouveaux services, des nouveaux types de services, ce réseau vers un réseau hyper connecté qui suivrait l'idée d'Internet physique. Parce que, comme vous pouvez le voir, dans ce réseau, on a un réseau vraiment arborescent. On a un réseau arborescent et il n'y a pas d'interconnexion entre les micro-dépôts à l'intérieur même de la ville. En créant des interconnexions, on peut imaginer de nouveaux niveaux de service qui pourraient correspondre aux attentes des clients de demain, typiquement de la livraison dans l'heure ou de la livraison H+2, H+3 ou dans la demi-journée. Pardon. Et donc voilà pour les principaux challenges et les prochaines étapes du projet. Et donc, je pense que j'ai été un peu plus rapide que ce qu'il fallait faire, mais je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, merci de nous avoir fait rattraper le retard qu'on avait pris dans les premiers. On va prendre les questions. Bonjour. Bonjour. C'est une étude qui est menée uniquement sur la distribution de colis et Oui. pas de courrier. Non, c'est uniquement sur la distribution de colis, parce qu'il faut savoir que dans les plus grandes villes de France, colis et courrier sont deux entités très distinctes qui ne partagent en général même pas leurs locaux. Ça peut être discutable, ça l'est, mais donc l'étude est menée uniquement sur la distribution de colis. Ouais, j'avais une question concernant la solution que tu montres pour Paris. Celle-ci, celle-ci. Il y a une petite zone en haut qui est ouverte avec juste 2 ronds. Alors, on se permet depuis les centres de distribution périurbains, ils fonctionnent comme des micro-dépôts à part entière. Et donc, c'est une zone qui est servie directement depuis le centre de distribution. Ah ok, c'est pas un aléa d'optimisation où tu pourrais ouvrir des petites zones comme ça ou... Non, c'est une zone qui est servie directement depuis le dépôt juste au-dessus, puisqu'il est très proche de Paris. Les gens ils passent le périph' à vélo alors, c'est ça? Il passe en dessous. Ok, ça va alors. D'autres questions? Est-ce que vous avez calculé le nombre de vélos cargo qu'il faudrait par zone, justement, pour pouvoir... Alors oui, on l'a calculé, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Non, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on n'atteint pas un niveau trop élevé de vélos cargo par rapport au nombre de camions?
Comment Alors, d'après ce qu'on a calculé, non. D'accord. Puisque du fait de la réduction des temps d'atteinte sur zone, on peut se permettre d'avoir une efficacité plus importante avec l'utilisation de vélos cargo, ce qui fait réduire leur nombre. D'accord. Parce que j'imagine que certains colis sont vraiment très gros, donc il faudrait presque un vélo cargo pour un colis. Alors, dans les cas des colis qu'on appelle hors gabarit, donc les colis vraiment très gros, typiquement des matelas, même encore aujourd'hui, c'est vraiment des exceptions. Il y en a très peu à la poste. La moyenne de colis est environ de 30 cm. Et ce sont des colis qui ne seraient pas livrés avec ce système-là. Ce sont des colis qui seraient vraiment exceptionnels et qui sont hors du champ de cette étude. D'accord. Je vous remercie. Une précision, le vélo cargo peut faire des allers-retours sur le micro-dépôt ou Oui. une fois qu'il est parti, il revient à vide et il repart pas? Et il peut très bien faire des allers-retours jusqu'au dépôt pour venir se recharger, par exemple. Le but du jeu étant de, comme je l'ai montré ici, de vider sa cargaison et, s'il nous reste du temps, de revenir se recharger pour repartir en distribution. De remplir la journée de travail du mieux possible. Moi j'ai une petite question aussi. Mhm. Donc actuellement, pour estimer pour faire les tournées, globalement, tu as une petite formule là qui te dit ok, la louche il va faire tant. Mhm. Est-ce que tu as une idée de à quel point ton estimation elle est réaliste par rapport à si on faisait des vraies tournées? Alors, on a regardé les estimations par rapport à des tournées qui se font sur une preuve de concept sur la ville de Paris, et on est relativement proche de ce qui se fait aujourd'hui. D'accord, ça veut dire qu'en gros c'est parce que tu es en urbain et parce que tes colis sont en gros normalisés, du coup c'est un peu Ouais. toujours le même... Le fait qu'on soit en urbain est très important dans cette étude-là. Et Ouais. la taille des colis fait que, globalement, c'est à peu près toujours la même. Ok, parce que donc la seule, ouais, ça on en avait parlé une fois, c'est la seule différence, c'est que avant d'arriver dans la zone de livraison, Mhm. en voiture tu vas plus vite, mais par contre après une fois que tu as commencé à livrer, vu que tu t'arrêtes tous les 30 mètres, ça change rien. Oui et non. Oui, globalement, oui, on va plus vite en voiture pour arriver sur la zone de livraison. Et après ça. Et Ah. donc est-ce qu'il y a des typologies de villes où tu pourras avoir des résultats différents de ce que tu as sur Paris? Alors oui, typiquement, Paris, c'est un cas vraiment particulier puisque toute la ville, globalement, est un centre-ville, pour faire simple. C'est une ville qui est très dense et qui est très complexe à livrer. Typiquement, sur une ville comme Bordeaux, par exemple, on a un cœur de ville qui est très difficile d'accès, pour les livreurs en particulier, mais en s'éloignant relativement, même en restant relativement proche, on reste avec des moyens on reste plus efficace avec des moyens de livraison motorisés. Dans tout ce qui est zones résidentielles qui ne posent pas forcément de problème. Donc, globalement, le centre-ville de Bordeaux se rapproche de Paris, mais on a une typologie de ville totalement différente sur les communes alentours. Ouais. Et en passant les boulevards, globalement. Ouais, c'est parce qu'ils garent sur les pistes cyclables. Mm. Bon. Ok, bon, on arrive à l'heure, donc merci beaucoup encore. Je vous remercie.